Donc, bienvenue à toi, cher Dominique. Donc, tu es sociologue de formation et tu as créé ta société Bootzone en 2000 pour justement mettre en œuvre et pratiquer toute ton expertise de prospectiviste. Donc, tu as écrit en 2000, je ne sais pas, récemment, en fait, un livre sur travailler à l'ère post-digitale, quel avenir du travail en 2030. Et tu interviens à l'école du management et de l'innovation de Sciences Po. C'est ça. Là. Alors, de façon pratique, vous pouvez poser des questions pendant toute la conférence, en fait, en utilisant le chat. Et puis, au fur et à mesure, effectivement, moi, je pourrais synthétiser les questions et relancer le débat autour de ces questions. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ça y est, il a coupé. Le bruit ambiant. Mais oui, mais je comprends pas. Non, mais je comprends pas ce qui se passe. Normalement, j'ai éteint les micros. Bon. La technique, c'est aussi ça, hein, l'avenir du travail. C'est la technique qui domine l'humain. Voilà. Donc, non, au secours. Voilà. Au secours. Donc, effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et donc, nous allons pouvoir débuter, commencer vraiment aller directement au cœur du sujet. Moi, je vais poser une première question sur quel nouveau rapport au temps, au lieu et au lien voit-on apparaître. Et peut-être Marie-Aurore, si tu peux commencer sur ce sujet. Oui, merci beaucoup déjà Brigitte donc, de m'avoir invitée avec Dominique pour on va dire questionner en fait ce sujet qui me semble à la fois dans ma pratique et dans nos existences, comme tu le rappelais, au cœur de nos vies. Et je suis très heureuse d'être là avec vous, même si c'est toujours un exercice très difficile pour moi d'être face à des petites vignettes où je ne vois absolument personne à part Brigitte et Dominique. Merci, ça fait tellement bien de voir un peu de vivant quand on s'adresse en plus à un écran qui va être en partie au cœur de nos discussions ce soir. Donc, on a choisi avec Dominique de procéder un peu sous la modalité de la conversation et non pas de la conférence. Donc, pour ma part, je vais être on va dire dans la posture de témoigner au fond de ce que j'entends, de ma position d'écoute ou d'écoutant hein, aussi, comme on peut dire, et en même temps d'observateur, d'observatrice, plutôt, devrais-je dire, et d'une interrogation qui ne m'a jamais quittée, qui a commencé très tôt dans ma vie sur quelle est la nature des liens. Alors, c'est à la fois évidemment le produit de mon histoire et c'est aussi ça qui m'a amené à devenir, exercer, je ne sais pas quel est le bon terme, en tout cas coach ou accompagnant, et en étant centré sur le sujet ou la question, voire les deux, du rapport au travail. Voilà, donc c'est un choix d'être de ce côté-là, de ne pas être du côté de l'écoute, on va dire, plus thérapeutique ou psy. Voilà, même si dans l'exercice qui est le mien, je manie les deux, la sociologie d'un côté et quelque chose de plus psychique de l'autre, voilà, pour comprendre ce qui se passe au niveau des liens. Donc, pour essayer d'évoquer des pistes de réponse, en tout cas des axes de questionnement sur ce premier thème qui est celui du lien social. Moi, ce que j'observe et ce que j'entends, c'est plusieurs choses. Déjà, je pense que la première chose qui est, sans revenir aux effets de la crise sanitaire, mais ce passage à tout à l'écran, qui est vraiment ce qui a été vécu et qui était déjà là hein, en prémisse. Je ne pense pas qu'on a vécu quelque chose qui a été totalement novateur, ça a juste été une accélération. Ce que ça a produit, en tout cas dans ma pratique, d'une part, ça a produit dans les effets qu'on peut qualifier de négatifs, et je vais y revenir, un manque, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, en termes de présence à l'autre, et en termes de relation et d'appréhension finalement de ce qui se joue en termes de sensibilité ou ce qui est sensible dans le lien à l'autre et dans la relation. Ça, c'est, je pense, un incontournable. C'est ce que moi, j'ai ressenti, c'est ce que mes clients ont ressenti. Et pour témoignage, j'ai laissé mon cabinet ouvert à partir du deuxième confinement, entre guillemets. Et en fait, j'ai laissé le choix à mes clients face à face de venir de faire leur séance ou leur rendez-vous soit à distance, soit à mon cabinet. Et je constate que la grande majorité d'entre eux viennent à mon cabinet et préfèrent vraiment qu'on soit ensemble
pour pouvoir échanger en plus sur des choses qui sont en général plutôt intimes dans ce rapport au travail. Le deuxième constat ou observation que je fais, c'est que dans ce que j'entends pour les dirigeants, dans ce qui est vécu, tout à distance, tout à l'écran, c'est connu ce que je vais vous dire, mais je pense que ça peut être, c'est important peut-être qu'on le pose pour justement se demander ce que va devenir le travail à 10 ou 15 ans. C'est une accélération qui est liée justement à ces possibilités technologiques au fond. Et tout simplement, ce que beaucoup d'entre vous ont dû aussi expérimenter eux-mêmes, c'est ces successions. Moi, j'ai eu des clients, des dirigeants totalement épuisés, simplement parce que les réunions commencent à 8 heures, terminent à 21 heures, et il n'y a absolument aucune pause. Et le fait qu'il n'y ait pas de pause, qu'il n'y ait pas de temporalité d'arrêt, donc il n'y a pas de prise de recul, il n'y a pas de moment d'échange même en off, ces fameux maintenant qu'on revendique finalement, ces pauses café, etc. Tout ça a disparu, c'est clair, et on dit d'un côté la productivité augmente, les réunions démarrent à l'heure, c'est magnifique, on fait des droits au but, on est très concentré. Néanmoins, il y a un épuisement qui se produit et voire dans une impossibilité de prendre un tout petit temps de recul finalement, des conséquences qui à mon sens peuvent être plutôt du côté du négatif aussi. Je suis un peu désolée d'être avec ce genre de constat. Et le troisième constat que je fais, moi je l'appelle dans une vision plus prospectiviste, entre guillemets, je l'appelle la société du tout à domicile, avec une sorte de confusion qui se produit de fait entre les espaces, puisqu'il n'y a plus de scission entre un espace de travail et un espace chez soi. Le travail est rentré de fait à la maison, et c'est possible par les moyens technologiques, bien sûr. Donc, il y a à la fois pour certains une plus grande liberté, entre guillemets, je m'organise un peu comme je veux, éventuellement je peux faire même plusieurs choses en même temps, parce que quand je suis à l'écran, on peut aussi utiliser son téléphone, rédiger des mails, etc. Enfin, c'est magnifique, on peut faire plein de choses. Et en même temps, il y a la scission entre la vie privée, la vie intime et le travail n'est plus claire. Les frontières sont complètement brouillées. Et à mon sens, ça questionne au moins deux sujets fondamentaux qui sont quelle est la nature de l'appartenance. Et dans le lien social, il me semble que la question de l'appartenance est très importante. On appartient à un collectif avec d'autres. Et évidemment, ça vient questionner la nature même du travail qui, là aussi, de mon point de vue, est avant tout question de lien et de relation. Et encore une fois, dans la relation, je pense que la présence à soi et à l'autre, et aux autres, on pourrait dire dans l'équipe, etc., est déterminante. Voilà, je vais juste dire ça au début et laisser la parole à mon coéquipier. Voilà, Dominique, c'est à toi. Tu as pratiquement déjà tout dit, donc moi j'ai presque rien à dire, mais juste quelques remarques un peu complémentaires. Je pense que paradoxalement, le télétravail a remis en valeur la notion de présence et les dangers de la non-présence, physique bien sûr, à la fois pour les individus, mais aussi pour la créativité collective. C'est-à-dire le fait d'être ensemble permet d'être beaucoup plus créatif. Ça a été bien prouvé. On a bien vu qu'on a tous perdu en fait en créativité pendant les moments où on était trop séparés les uns des autres. Donc, c'est intéressant que le télétravail finalement montre la valeur de la présence. Donc, ça, c'est la première remarque. La seconde, c'est que se pose vraiment maintenant avec le télétravail et le fait qu'il va grandir. C'est clair, on ne va pas rester à un jour par semaine ou à moins. La moyenne sera plus élevée. Du coup, se pose la question de comment est-ce qu'on peut créer des émotions en télétravail, comment est-ce qu'on peut avoir des amis en télétravail, comment est-ce qu'on peut intégrer émotionnellement une nouvelle recrue, etc., etc. Donc, comment créer des émotions, même, je dirais, pour être un tout petit peu cynique, comment permettre à des rumeurs de circuler. La rumeur, la conversation fatigue, c'est-à-dire la conversation qui n'a pas de sens, sont extrêmement utiles en vie sociale. Et on a beaucoup, beaucoup de mal à recréer ça en télétravail. Donc là, il y a un vrai travail à faire de recréation d'émotions. En fait, on ne sait pas faire encore. On a vaguement essayé un certain nombre de choses, mais je crois qu'il n'y a rien qui soit très, très concluant sur la création d'émotions, donc il faut le refaire. La troisième remarque, c'est que on a aussi, et tu en as parlé un petit peu, Marie-Aurore, on a une vraie difficulté à gérer les lieux. C'est-à-dire qu'on s'est mis à mélanger allègrement les lieux privés, professionnels,
Et ça rappelle un peu ces débats qu'on avait il n'y a encore pas si longtemps sur la dynamique vie privée, vie pro. Eh ben là, la vie privée et la vie pro, elles se sont trouvées un petit peu trop mélangées. Alors que ce qui est intéressant depuis quelques années, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas forcément, surtout les jeunes d'ailleurs, une distinction très claire entre vie privée et vie professionnelle. On est prêt à faire plein de sacrifices sur sa vie perso pour certains éléments de vie professionnelle, etc. Donc, ce n'est pas forcément cette distinction. Par contre, là où on s'est aperçu que ça allait vraiment pas, c'est quand les lieux étaient les mêmes. Donc, que je travaille un petit peu chez moi tout seul le dimanche parce que je n'ai pas terminé un dossier, ça ne me dérange pas forcément, mais que toute la semaine, je sois en téléconférence avec toute ma famille autour, y compris mon chat qui me vient sur les genoux, ce n'est pas très pratique. Donc là, on a une vraie notion de séparation des lieux qui est différente hein, de ce qu'on avait avec la séparation vie privée, vie pro, il y a encore un an ou deux. Je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant à trouver, à inventer de nouveau. Je pense aussi que on a commencé à voir une vraie évolution de ce qu'on appelle les cadres de proximité. Le cadre de proximité, il y a un règlement de proximité. Comment est-ce qu'il peut être proche de ses équipes alors qu'il ne les voit pas hein. Moi, j'ai travaillé pendant le confinement avec une ville en province où j'ai fait un constat que j'ai trouvé extrêmement intéressant, que je vais partager avec vous. C'était un cadre de mairie dans une ville moyenne de province, moyenne importante, qui, tout au début du confinement, le premier confinement, le maire l'a appelé en lui disant « Écoute, il faut que tu t'occupes qu'on produise des masques et qu'on distribue des masques dans la ville. » C'était absolument pas son rôle en tant qu'employé municipal. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris son téléphone et il a appelé tous les gens qu'il connaissait personnellement dans son réseau pour créer en quelques petits jours un réseau de fabrication et un réseau de distribution de masques. Ce qui était intéressant ici, c'est que ce qu'il a pu utiliser, le levier qu'il a utilisé, c'était les contacts perso qu'il avait avec des gens et le téléphone pour les motiver. Et ça, c'est très important parce que si on n'a pas son réseau perso, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, il faut absolument qu'on réussisse à réinventer cette notion de proximité. Donc, maintenant qu'on va être en hybride ou autre, ça se fera, mais il ne faut surtout pas négliger le fait qu'à tout moment, ce réseau peut prendre de la valeur. Et là, on l'a vraiment bien vu dans cet exemple que je viens de vous donner. Et Non, mais c'est pas bien. Tu peux recouper, Brigitte? Non, mais j'ai animé je ne sais pas combien de conférences, donné des cours, et là, j'ai un problème, ça ne marche pas. Bon. C'est Odile qui fait ce bruit. Si tu pouvais la couper, ce serait bien. Odile, si tu nous entends, ce serait sympa de chanter moins fort. Voilà, merci Odile. Il y a aussi quelqu'un d'autre. Il y a le Dominique de tout à l'heure, qui n'est pas moi, qui s'est remis à parler aussi. Voilà. L'iPhone de Dominique, c'est toi ou pas? Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est un autre Dominique, ça, qui parle en anglais. Voilà, donc effectivement, c'est bien. Voilà, bon, alors je compte. Dernière remarque sur ce premier thème, c'est qu'il y a quelque chose qui est apparu en fait pendant la crise, mais qui vient d'assez loin, c'est la valeur du trajet. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on parlait de télétravail, c'est-à-dire au bureau ou chez soi. Et maintenant, on commence à se poser la question de se dire, oui, mais entre le bureau et chez soi, il y a du transport. Quelle est la valeur de ce temps de transport? Alors, valeur négative si je perds du temps pour aller au bureau, valeur négative si je m'enquiquine dans les transports, mais aussi peut-être valeur positive, parce que pendant les transports, je peux penser, ça fait une scission entre mon domicile et le travail. Et encore, valeur négative si dans le transport, je consomme de l'énergie, parce que la montée des sentiments écologiques est très, très forte. Et donc, je pense qu'on n'a pas assez travaillé là-dessus. Il va falloir dans les toutes prochaines années s'interroger sur la valeur du trajet, sa valeur écologique, sa valeur de scission entre le monde du travail et le monde privé, et sa valeur de temps, en fait. À quoi sert le trajet et quand est-ce qu'on en a besoin? Voilà, ça, c'est les quelques éléments que je voulais partager en complément de ce qu'a très bien décrit Marie-Aurore. Je vais en profiter pour rajouter deux choses qui me sont venues en t'écoutant, Dominique. C'est le paradoxe, en fait, qui semble aujourd'hui se dessiner. Donc, on va dire, ce mouvement ou cette tendance ce que moi j'appelle le TAD, le tout à domicile. Au fond, c'est bien que ça a été très inégalitaire aussi en fonction de la taille du domicile, avec qui on était, etc. Mais on constate aujourd'hui que face
à l'isolement finalement pour ces personnes qui se sont retrouvées seules, sont en train d'émerger, et je trouve que c'est quand même hyper intéressant, des espaces de coworking pour que, alors évidemment plus à la campagne, etc., pour aussi répondre à ce besoin de nature qui a émergé en particulier pour les gens, là aussi comme nous dans les villes, hein, où on a une sensation de limite aussi, en tout cas on touche la limite de la ville, et donc il y a des nouveaux espaces de coworking qui se créent pour que ces gens qui sont en télétravail tout seuls puissent retrouver des gens eux aussi en télétravail tout seuls et recréer des liens sociaux au travers d'un dîner qui serait collectif ou bien même en pouvant dormir sur place. Alors, c'est un nom là qui m'échappe. Et je trouve que c'est quand même assez extraordinaire en fait de constater fondamentalement le besoin tout simple de l'humain d'être avec d'autres. Ça, c'était la première chose que je voulais aussi rajouter. Et la deuxième, c'est une référence à Yves Clos, entre travail prescrit et travail réel. Et bien sûr, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'une des grandes sources de satisfaction dans le travail reste et demeure la capacité des individus à créer ensemble, c'est-à-dire à débrouiller ensemble une situation, un problème qu'ils rencontrent et qui sort totalement des codifications et des fiches de poste, etc. Et on se rend compte que le télétravail, en tout cas ce travail derrière écran, ne permet absolument plus ce genre de choses. Voilà. Qui est une source de satisfaction qu'on appellera, Norbert Alter appelle ça l'invention ordinaire, la débrouillardise, l'ingéniosité, et qui se fait avec d'autres parce qu'on connaît très bien les autres et qu'on connaît très bien son travail. Voilà. Donc, je voulais aussi rajouter ça sur ce que, on va dire, l'époque nous permet aussi d'expérimenter finalement et en tout cas de mettre en réflexion, on va dire, positivement. Voilà, de le réfléchir. Un de nos participants nous a donné le mot que tu ne trouvais plus, c'est-à-dire le tiers-lieu. Voilà, tiers-lieu, merci. Merci beaucoup. Les tiers-lieux qui sont en train d'émerger un peu partout. Et le co-living, voilà, le terme que je cherchais, c'était le co-living. Voilà. Co-working avec co-living. Okay. Dans les tiers-lieux, ouais. Merci. OK. Bon, qui parle quand on parle de grand digital, évidemment, on parle de neurosciences. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler finalement des conséquences ou de l'apport des neurosciences sur le décisionnel? Peut-être, Dominique, peux-tu intervenir en premier sur ce sujet? Oui, excuse-moi, Brigitte, je suis en train de lire. On ne prend pas les questions en cours de route. Ah, comme tu veux. Désolée. Si, non, mais c'est aussi bien, ça le rendra. Vas-y. Si tu peux couper le micro du participant, là, ça fait très, très mal aux oreilles. Attends, pour tout le monde, je pense. C'est affreux parce que je n'arrive pas à le couper pour tout le monde, ce qui est quand même bizarre. Donc, voilà, je le coupe au fur et à mesure. Voilà. Je suis navrée. Hein. Ce qui prouve qu'on n'est pas encore tous complètement ajustés au travail à distance. J'y vais un par un. Enfin, je pense qu'il y a la question de Régine qui est intéressante. Ouais. Est-ce que tu veux la lire, Brigitte? Alors, le travail à domicile était monnaie courante au fin du 19e siècle dans l'industrialisation. Attendez. Ces travailleurs et travailleuses avaient d'autres lieux de sociabilisation que l'usine ou le bureau et organisaient leur travail. Qu'avons-nous perdu quand nous imaginons en fait trouver dans l'entreprise? Qu'est-ce qui existait avant? Moi, je trouve que c'est une remarque très intéressante, en tout cas pour mon cas, puisque moi, je travaille depuis plus de 15 ans, finalement, en indépendant et sans organisation. Et justement, je trouve que ça questionne vraiment qu'est-ce qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas dans l'organisation, qu'est-ce que ce qui a été vécu peut mettre en exergue, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes, je n'ai pas du tout parlé de ça, mais maintenant ça me vient, qui me disent, moi je trouve ça super parce que des managers, hein, voilà, tout simplement, quand je suis chez moi, au moins je ne les vois pas. Au moins, je ne suis pas en contact avec mes collaborateurs. Je trouve que c'est quand même extraordinaire ou très questionnant d'entendre voilà, que c'est des personnes qui n'ont pas du tout envie de revenir. Et ce n'est même pas pour ne pas prendre les transports, c'est juste pour ne pas revoir leurs collaborateurs. Donc là, on va être sur le sujet de qu'est-ce qui est en souffrance au travail, ou qu'est-ce qui est si malade dans les liens. Attendez. Hein, moi, je poserais aussi ça, c'est dans quel état sont les liens dans les organisations et du coup, qu'est-ce que le travail a aussi mis en exergue de ce côté-là?
Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans la question de Régine, c'est l'articulation entre le lien social et le lien social au travail. C'est-à-dire que si on passe 1 heure le matin et 1 heure le soir dans les transports et qu'on reste tard au bureau, il n'y a pas beaucoup de temps qui reste pour les liens sociaux autour de son domicile ou avec ses amis proches. Et le fait qu'on aille souvent vivre assez loin de son lieu de travail et assez loin de ses anciens amis, ben, fait qu'en fait, on s'est isolé. Et que peut-être avec le télétravail, on le voit d'ailleurs dans un certain nombre de villages et de petites villes, ben, des gens ont recommencé à construire un lien social hors travail. Et comme on voit que le travail prend de moins en moins de temps dans notre vie, ben, c'est important de s'interroger sur comment est-ce qu'on va avoir d'autres liens sociaux demain que ceux dans le travail. C'est d'autant plus important que la créativité, elle vient aussi des liens qu'on a ailleurs, pas simplement des liens qu'on a dans le travail. Les gens qu'on rencontre, je ne sais pas, un truc tout bête, faire la sortie des écoles et faire les réunions scolaires avec les parents d'élèves, c'est un truc extrêmement enrichissant. Parce qu'en fait, on rencontre des gens qui ont des vues différentes, etc. Et ça peut nous aider. Et là, je pense que la question de Régine est vraiment très, très bonne. On a perdu une partie du lien social hors travail, et peut-être que là, on va être capable de le récupérer un petit peu. Moi, j'aime bien cette question et j'aime bien l'idée que ça génère, en fait. Ouais, ou en tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous pousse à le questionner, peut-être à le recréer ou à le réinventer. Hein. Attendez, j'envoie le message à tout le monde. J'arrive pas à couper. Je n'arrive pas à couper. Tu n'as pas une option, parce que c'est toi l'administrateur, Brigitte, tu n'as pas une option qui permet de couper le Non, micro non, de mais quelqu'un? d'habitude, je l'ai. Là, je ne sais pas, je l'ai pas. Donc, non, non, mais là, ça ne fonctionne pas. J'essaye, mais Ouais. ça ne fonctionne pas. Donc, alors, merci à chacun d'entre vous. De couper vos micros. En fait, il n'y en a plus qu'un qui reste, mais il est bruyant. Ah non, il y en a deux. Il y en a deux. Bien. Bon. Tu veux qu'on passe à la question sur aux neurosciences ou on reste un petit peu sur les questions Sauf si on peut passer aux neurosciences, sauf si certains veulent ajouter encore un point d'ailleurs, puisque je ne peux pas fermer les micros, d'ailleurs en prenant la parole directement, ça peut être un avantage. Oui, c'est une façon. Voyons, sachons. Hop, voilà. Non, pas d'autres questions, de remarques sur ce point? Bon, bah écoutez, on peut peut-être à ce moment-là passer à la question sur les neurosciences, Dominique, si tu veux. Oui, bah, volontiers. Pour moi, les neurosciences, c'est une des sciences qui vont considérablement bouleverser le management, pas seulement d'ailleurs, notre vie personnelle aussi, au cours des prochaines années. Alors, il y a plusieurs dimensions dans les neurosciences, mais là, je pense principalement à ce qu'on appelle la psychologie comportementale, ou les neurosciences comportementales, ou l'économie comportementale, qui fait que notre cerveau a tendance à nous manipuler et qui aussi nous permet de comprendre une partie de cette manipulation. Donc, les neurosciences vont nous permettre de façon assez claire d'être bien meilleurs dans nos décisions que nous faisons, principalement, by the way, dans les décisions collectives. Parce qu'une des dimensions qu'il faut vraiment avoir à l'esprit avec les neurosciences, c'est que on peut voir les biais décisionnels des autres, on a beaucoup de mal à voir ses propres biais décisionnels. Et donc, le collectif ici permet à certains moments, notamment dans les réunions, d'identifier les biais dans lesquels une équipe est en train de tomber, ou un individu d'ailleurs. Hein. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement important. Alors, pourquoi? D'abord parce que ça éclaire nos biais décisionnels. Là, il faut vraiment regarder les travaux de Kahneman, c'est vraiment extrêmement utile, ou le tout dernier bouquin qu'il vient de sortir avec Olivier Sibony et Cass Sunstein, qui s'appelle Noise. Ça vient de sortir en anglais il y a 4-5 jours, et ça va sortir en français à l'automne. Donc, vraiment, je vous le conseille parce que c'est un éclairage des biais décisionnels. Ce qu'il faut aussi comprendre avec les neurosciences, c'est qu'on a là une machine à manipuler. On a une machine à inciter, mais on a aussi une machine à manipuler. Alors, quand c'est du nudge et que c'est sympathique, c'est une machine à inciter. Quand c'est de la manipulation, et c'est le cas qu'on peut avoir quelquefois en publicité ou en politique, ben là, c'est un petit peu plus embêtant. Donc, ça va être nécessaire d'avoir une éthique supplémentaire par rapport à ce qu'on en fait. Là, si vous avez du temps, il faut lire notamment les travaux de Thaler, le prix Nobel,
sur le nudge. Il y a un bouquin qui s'appelle Nudge, qui est absolument excellent. Donc, ce que je pourrais faire, peut-être Dominique et Marie-Aurore, vous me donnerez la liste des livres dont vous parlez. Oui, d'accord. C'est mieux parce qu'en fait, si on le met sur la conversation, c'est plus compliqué. Ce sera perdu, oui, Voilà. tout à fait. Et puis, moi, ce que je trouve aussi intéressant dans les neurosciences, c'est que ça va nous servir beaucoup à développer nos capacités d'apprentissage. Et ça va même nous amener, à mon sens, à considérablement revoir nos programmes de formation, nos techniques de formation. Là, il y a une vraie révolution qui est en train de se préparer. Elle commence à peine, hein. Elle commence par exemple, un truc assez bizarre mais qui est intéressant, c'est qu'on arrive maintenant à identifier les savoir-faire que l'on peut acquérir avec des jeux vidéo. Alors que jusqu'à présent, les jeux vidéo n'étaient pas considérés comme un moyen d'apprentissage, y compris professionnel. Ben, on commence à voir que si, c'est un moyen d'apprentissage professionnel. Et en fait, on va aller beaucoup plus loin que ça. On va utiliser les neurosciences pour nous former dans beaucoup de savoir-faire en réalité. Et puis, dernier point avec les neurosciences, alors, notamment par rapport aux neurosciences les plus avancées, c'est-à-dire vraiment la science du cerveau la plus avancée aujourd'hui, on va pouvoir on va pouvoir guérir ou traiter un certain nombre de maladies neurologiques. On va pouvoir améliorer un certain nombre de fonctions cognitives et donc on va pouvoir s'augmenter sans nécessairement se mettre des puces dans le cerveau, hein, ne mélangeons pas. Mais on va réussir à s'augmenter grâce aux neurosciences au cours des... On y est, hein, mais c'est pour les 10 prochaines années. Tout ce que je viens de dire là, dans les 10 prochaines années, ça va prendre des impacts considérables. Donc, notamment si on est responsable de marketing aujourd'hui ou si on est responsable RH et notamment formation, il faut être extrêmement ouvert à toutes ces révolutions qui nous arrivent par les neurosciences. Je pense que Marie-Aurore va avoir des belles choses à compléter là-dessus. Merci. Moi, ce que je peux dire sur les neurosciences, c'est que je suis frappée quand je fais des interventions, on va dire plutôt sous l'angle managérial, hein, aujourd'hui. Donc, il y a d'une part ces modes, moi j'appelle ça les modes, là, on est dans l'agile, etc. Et ce que je trouve, alors c'est un peu à côté des neurosciences, mais je vais y revenir. En tout cas, personnellement, ce que je trouve assez troublant, c'est la succession des modes. Voilà, on enchaîne des modes. Alors que si on prend juste agile, moi, mon point de vue là aussi, c'est que les individus sont tous déjà très, très, très agiles, hein. Je ne sais pas ce que c'est que cette... voilà. On a besoin de mots. Et dans les neurosciences, ce que je trouve intéressant, c'est que ça, du coup, ça déplace en fait les interrogations, puisqu'on va rentrer du côté du scientifique et d'une explication, en tout cas différente. Effectivement, sur ce que tu abordes un petit peu, c'est les biais cognitifs dans les prises de décision. Alors moi, je les travaille beaucoup avec mes clients, mais surtout en face à face, avec en fait une méthode qui est une méthode qui vise à décortiquer beaucoup les choses pour arriver à vérifier si la décision qui doit être prise ou qui demande à être prise est la plus juste possible. Moi, j'insiste beaucoup sur la justesse de la décision dans une situation à un moment donné. Et effectivement, avec un peu de métier, en tout cas celui qui est le mien, on entend les biais, hein, un certain nombre de biais. Donc, ce que je trouve intéressant dans les neurosciences, c'est que finalement, ça vient éclairer quelque chose que dans le registre plus, on va dire plus psychique ou plus psychologique, on pouvait déjà entendre, hein, ou en tout cas constater, même dans quelque chose qui est plus classique, qui est du côté de la question de la répétition ou de ce qui vient finalement faire obstacle à quelque chose. Et je pense que la question des biais est très importante et très enrichissante. Donc ça serait le premier point qui est plus sur quand on a à prendre des décisions avec un enjeu très fort, en tout cas pour soi-même et pour son organisation. Et la deuxième chose qui me vient sur les neurosciences, c'est sur l'évolution en matière de formation, justement. C'est à la fois, moi, j'observe que c'est une demande qui est en train d'émerger de la part des entreprises, hein. Il y a une demande très forte sur les neurosciences. Et ma question, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils mettent aujourd'hui derrière. C'est-à-dire que même moi, aujourd'hui, je ne sais pas exactement, je pense que ce n'est pas encore totalement mûr et qu'on s'en saisit peut-être encore aujourd'hui, un peu comme une sorte de bouée ou je ne sais pas, une sorte d'éclairage un peu miracle. Hein, c'est un peu mon point de vue, Dominique. Et j'espère que d'ici quelques années, il aura évolué. Et ce qui me venait aussi, c'est
un lien, en fait, ou une sorte d'éclairage différent sur les enjeux du développement personnel. Hein. On l'avait un petit peu évoqué tous les deux avant quand on a préparé notre intervention de ce soir. Alors, en tant que coach, moi, je fais partie des coachs qui pensent que le développement personnel, ou en tout cas un certain type de développement personnel, qui a tendance de temps en temps et souvent à justement faire référence aux neurosciences maintenant, est plutôt dangereux là aussi, dans la mesure où il remet sur l'individu une sorte de pensée magique ou une sorte d'injonction à être soi, et que je trouve dangereuse. Et donc, j'ai un espoir, c'est que les neurosciences, en fait, elles départagent un petit peu tout ça. Et sur le sujet du développement personnel, moi, je vais recommander un ouvrage à la fin qui s'appelle « Contre le développement personnel » et qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et que je trouve particulièrement intéressant, surtout dans les entreprises aujourd'hui. C'est le dernier petit point que je vais faire sur, par contre, la psychologie positive, alors qui aussi revendique d'être issue des neurosciences. Et pour ma part, je suis un petit peu dérangée parce que je pense que le verre, évidemment, à moitié plein, c'est super, c'est l'optimisme. Mais je pense que regarder vraiment une situation, c'est regarder les deux côtés. Le verre, il est à moitié plein et à moitié vide. Et pour ma part, je pense que le cerveau humain, il doit être surtout capable de rassembler les deux, hein, ou d'élargir sa vision. Et peut-être que, en tout cas, j'espère, les neurosciences vont pouvoir éclairer tout ça et nous donner, en tout cas, de la distance. Parce qu'au cœur des décisions, il y a aussi l'émotion, évidemment, qui est souvent première. Enfin, je ne vais pas revenir sur ou développer les croyances, etc. Mais on se rend compte que l'émotion, c'est souvent aussi ce qui fait écran. Qui indique quelque chose et ce qui fait blocage. Donc, j'allais dire écran, c'est un petit peu l'influence que je reçois d'être à l'écran moi-même, probablement. On ne sait jamais. Hein, qu'est-ce que nos écrans, à quoi ils font écran, je ne sais pas, mais bon, sûrement quelque chose. Ah ben ça, sans aucun doute, oui. Alors, ce qui est intéressant, en fait, dans tes remarques, c'est que les neurosciences, ce n'est pas de la psychologie, hein. C'est vraiment des développements scientifiques qui permettent de comprendre comment notre cerveau fonctionne. Alors, c'est vrai que de temps en temps, notre cerveau est troublé par des dimensions psychologiques, hein. Si quelqu'un a la tête ressemble à quelqu'un que je déteste, eh ben, je ne vais peut-être pas avoir une attitude très sympathique à son endroit. Ça va être de la psychologie, hein. Bon, parce que notre cerveau, il a enregistré un certain nombre de choses. Mais en fait, c'est un petit peu plus profond que ça. C'est que notre cerveau a des biais qui sont vraiment inscrits dans le marbre, dans la matière grise de notre cerveau, et qu'il va falloir se battre contre ces biais. Bon, par exemple, il y a des biais on a beaucoup de mal, notre cerveau a beaucoup de mal à percevoir l'exponentialité. Pour nous, une évolution est linéaire, alors qu'elle n'est jamais linéaire. On l'a bien vu avec la crise du Covid, on a toujours eu tendance à penser que c'était linéaire, on a raté l'exponentialité. Et là, je suis très, très curieux de voir si on n'est pas en train de rater, encore une fois, l'exponentialité du variant brésilien. Si on la rate, ça veut dire qu'en septembre, on est de nouveau confiné. Et il y a des liens qu'on commence à comprendre, parce que la partie biais décisionnel, on commence à la comprendre assez bien. Ça fait quand même des dizaines d'années qu'on travaille là-dessus et qu'on travaille sur, par exemple, les illusions d'optique. Une illusion d'optique, c'est rien d'autre qu'une illusion que notre cerveau nous donne. Et on commence à le voir avec des biais décisionnels. Par exemple, le biais du tournesol. Bon, le biais du tournesol, c'est quand dans une réunion, le chef a parlé en premier et a dit quelque chose, après on va tous se ranger derrière ce que le chef a dit. Et ça peut s'expliquer à la fois sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan neurologique. Mais il y a des trucs très, très intéressants que mettent les neurosciences en avant aujourd'hui qui sont liés au fonctionnement du cerveau et donc il faut essayer de comprendre. Je vous donne deux exemples que j'aime bien. Dans notre cerveau, la partie du cerveau qui réagit à l'injustice est extrêmement proche de la partie du cerveau qui réagit au dégoût physique. Donc, j'ai mangé quelque chose et ça me dégoûte. Et bien, en fait, quand une injustice ne vous convient pas, vous avez tendance à dire ça me dégoûte. Et ben, c'est pas neutre, cette expression. C'est qu'en fait, dans notre cerveau, il y a une communication, on l'a vu, on a fait plein de travaux là-dessus, entre la zone des dégoûts et la zone de l'injustice. Voilà un premier exemple. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on dit, tiens, je vois une injustice, attention, ce n'est pas forcément dégoûtant pour autant. Deuxième exemple, qui est une expérience assez connue, très, très intéressante. Vous mettez une personne avec un IRM fonctionnel devant une télé en disant tu vas jouer au ballon avec deux autres personnes qui sont dans deux autres pièces et vous allez vous passer le ballon tous les trois.
D'accord? Et au début de l'expérience, en fait, il n'y en a qu'un seul. L'autre, c'est un ordinateur. Hein. Il y a une seule personne qui est confrontée en fait, à un ordinateur qui va se jouer de lui. Dans un premier temps, on s'envoie le ballon. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tout le monde est content. Bon. Et puis, assez rapidement, les deux autres joueurs s'envoient seulement le ballon, ne l'envoient plus jamais à celui qui est test. Eh bien, dans le cerveau, à ce moment-là, s'active la zone de douleur physique. C'est-à-dire que la personne se sentant exclue du jeu à 3 ressent la même douleur que si c'était une douleur physique. Donc, elle souffre. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet de comprendre pourquoi l'exclusion amène des émotions donc extrêmement violentes et des douleurs. C'est juste deux petits exemples, on en trouve plein dans les bouquins de neurosciences aujourd'hui, puis si vous avez envie de lire un petit peu plus, ou d'écouter un peu plus là-dessus, là, ce n'est pas un bouquin, Brigitte, c'est le cours du Collège de France de Stanislas Dehaene, qui est juste absolument génial, sur lequel il faut aller pour comprendre un peu ces éléments du cerveau. Hein. Je prendrai toutes les références, parce qu'effectivement, l'apprentissage via podcast, MOOC, etc., ça fonctionne bien aussi. Alors là, j'ai peut-être une petite question enfin un commentaire. Le travail à distance crée de la friction dans les rapports humains professionnels, à mettre en regard avec des rapports plus fluides, plus naturels, plus humains, lorsque nous sommes dans le même espace. Donc là, on revient un petit peu sur le premier point, mais je ne sais pas, Marie-Aurore, si tu veux commenter là-dessus ou... Moi, ce que je dirais, c'est que ça crée des frictions différentes, en fait, ou des tensions qui ne sont pas les mêmes. Quand on est à distance, il y a des choses qu'on peut, bon, paradoxalement, peut-être élaborer mieux en étant à distance. Hein. Il y a quand même quelque chose comme ça qui peut se produire. Et en même temps, quand on est, si les rapports sont bons dans l'espace commun, ça va bien se passer. S'ils ne sont pas bons, je pense que les tensions sont du coup beaucoup plus perceptibles et beaucoup plus, peuvent être plus fortes et plus violentes. Voilà, moi, je nuancerai un tout petit peu pour pas uniquement scinder complètement la question de friction ou des tensions, parce que ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui était déjà finalement là avant ce qu'on a vécu, c'est que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a des tensions, hein, j'apprends rien à personne, dans les organisations, dans la façon dont le management s'exerce aujourd'hui. Il y a un commentaire. Ouais. Parfois plus simple et indolore d'avoir des frictions à distance qu'en face à face. Effectivement, c'est... Oui, je suis d'accord aussi avec ça. Il y a un évitement possible et il y a une distance de fait. Hein. C'est un mauvais jeu de mots, mais en tout cas, il y a une distance de fait parce que c'est un écran, ou parce qu'on n'est pas ensemble et on ne reçoit pas d'ailleurs toute la charge. Mais en tout cas, moi, j'ai observé qu'il y a quand même des modalités dans les échanges avec les écrans qui peuvent néanmoins quand même être assez violents. Mais bon, voilà. Une violence plus sourde, je ne sais pas comment il faut. C'est-à-dire qu'en plus des échanges professionnels qu'on peut avoir dans un écran et une réunion Zoom, il nous manque la machine à café et il nous manque la rumeur, le bruit de couloir, qui font vraiment partie de notre existence. Hein. Il y a pas mal de psychologues qui ont travaillé sur les conversations fatigue et qui ont montré que si on ne se dit pas bonjour, ça va, il pleut, ah non, il ne fait pas beau, ce genre de conversation absolument inutile est en fait extrêmement utile. Et donc, si on est purement en distanciel, on va être... En fait, on va avoir un syndrome d'autiste, c'est-à-dire que le problème de l'autiste, c'est qu'il veut que l'interaction soit productive. Et c'est très difficile avec un autiste d'avoir une interaction autre que productive, d'avoir une interaction purement émotionnelle. C'est ça qu'on a avec Zoom, en fait, souvent, on perd l'interaction émotionnelle. Ça veut dire que concrètement, il faut être capable de prendre son téléphone, d'appeler les gens, de réinventer une proximité, même par téléphone, si on ne les voit pas, mais qui soit à deux, pas à trois ou plus dans les réunions. Et là, il y a un vrai travail de management, je pense, sur les managers de proximité, comme je le mentionnais tout à l'heure, à inventer, à définir, à trouver, hein, pour avoir autre chose que simplement la réunion fonctionnelle. On n'est pas que des gens en fonction, on a besoin de se parler un peu. Et puis, je dirais, personnellement, j'ai toujours été passionné par les rumeurs dans les bureaux, parce que je trouve qu'elles sont extrêmement révélatrices, ça c'est le sociologue qui parle. S'il n'y a pas de rumeurs, c'est compliqué de comprendre ce qui est en train de se passer. S'il n'y a pas de rumeurs, c'est compliqué de comprendre la culture qu'il y a dans une entreprise. Imaginez un stagiaire qui débarque uniquement dans des réunions Zoom, c'est épouvantable pour lui, il ne va rien comprendre. Donc, on a besoin de ça.
Il y a une remarque, une question de Sophie Delanoux qui est de revenir justement, et je la prends volontiers pour toi, en fait, je vais te la poser, Dominique, c'est est-ce que tu as des éléments à nous donner sur comment on va apprendre demain, peut-être aussi dès aujourd'hui grâce ou par via les neurosciences? Et la deuxième partie, je ne sais pas si elle est liée, Sophie, mais qu'est-ce qu'on pense de l'idée d'organisation apprenante? Moi, je peux juste répondre sur l'idée d'organisation apprenante et je laisse Dominique sur la partie de l'apprentissage aujourd'hui avec les neurosciences. Je te laisse la parole si tu veux, Dominique. Vas-y sur l'organisation apprenante. Sur l'organisation apprenante, personnellement, moi, je me suis formée à ça et j'ai rencontré des entreprises qui avaient, en tout cas, mis en place un certain nombre de dispositifs, de démarches, l'état d'esprit. Et moi, je trouve que quand ça peut marcher, je dirais que ça demande beaucoup de maturité, en fait, pour que ça marche, de maturité individuelle. Et quand ça marche, c'est assez extraordinaire d'être justement dans une dynamique intérieure d'apprentissage permanent plutôt que d'être sur, entre guillemets, le savoir. Moi, pour ma part, je fais beaucoup travailler les dirigeants et les équipes sur le questionnement plutôt que la réponse, et qui vise à tout simplement ouvrir. Et alors, c'est peut-être un des biais du cerveau, en tout cas, j'imagine fortement que ça peut l'être, c'est que moi, je constate une difficulté, mais énorme, chez toutes les personnes que j'accompagne, et j'insiste, quel que soit le niveau des personnes, enfin, en tout cas dans la hiérarchie, c'est la difficulté à questionner en ouvrant la perspective, le « et si ». C'est extrêmement difficile. Moi, je constate ça. Les gens sont énormément enfermés dans des présupposés solutions, etc., etc. Et je trouve qu'une des ouvertures qui est beaucoup utilisée dans l'organisation apprenante, c'est justement la puissance du questionnement. Voilà, d'ouvrir par le questionnement. C'est pour ça que je disais aussi un peu en introduction, on va questionner plus que pour moi d'apporter des réponses. Je pense que quand l'être humain se met en question, j'espère que dans son cerveau, ça l'irrigue, les hémisphères communiquent, etc., etc. Voilà, moi c'est mon point de vue en tout cas. Et de temps en temps, c'est aussi mon expérience, en tout cas ce que je peux constater avec les clients. Quand, dans la difficulté du questionnement, le cerveau a du mal à questionner simplement, basiquement. C'est un très gros travail. Bon, là, on peut revenir à l'apprentissage et à l'éducation, peut-être, à nos formations initiales, où on demande toujours d'avoir la bonne réponse. Oui, je crois que tu as bien montré les avantages au niveau organisationnel. Au niveau de la formation, pour répondre à la première partie de la question, je pense qu'on va beaucoup réformer nos façons d'enseigner et d'apprendre demain. Je prends les deux mots, c'est enseigner, c'est comment est-ce qu'on va faire passer des choses, et apprendre, comment est-ce qu'on va nous-mêmes apprendre des choses en les prenant quelque part. Deux exemples pour illustrer comment ça peut évoluer. Les policiers américains en ce moment ont beaucoup de travail de formation sur leur réaction par rapport à des personnes racées. Donc, on les met en face de vidéos, il se passe quelque chose dans un magasin, un vol par exemple, ou une agression. Est-ce qu'ils réagissent différemment quand l'agresseur est noir ou pas? Et donc, après, on les fait travailler sur pourquoi vous avez réagi comme ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour que finalement votre réaction ne soit pas dictée par la couleur de la personne qui est en train de faire quelque chose. Donc là, on a des vrais travaux ici pour les faire revenir sur des a priori, des préjugés qu'ils ont à l'intérieur de leur tête, y compris d'ailleurs pour des policiers noirs, ce qui est particulièrement intéressant. Donc ça, c'est très intéressant de voir que là, on va pouvoir casser un certain nombre d'a priori. On l'aura en décision collective, on l'aura dans beaucoup d'endroits, cette façon de casser l'a priori. Ce que j'ai mentionné là, c'est un cas évidemment, un cas extrême. Deuxième exemple, Daphné Bavelier, il n'y a pas beaucoup de bouquins, mais des articles d'elle, donc on peut explorer, est une neuroscientifique suisse qui travaille sur les savoir-faire que l'on peut acquérir avec les jeux vidéo. Et elle travaille depuis pratiquement 15 ans là-dessus, donc elle a vraiment suivi des gens pendant longtemps, et elle travaille principalement sur les jeux vidéo de combat, de guerre, où on tire, pam, pam, pam. Bon. Et donc, elle a constaté que les gens qui étaient bons dans ces jeux vidéo avaient développé 3 types de savoir-faire. D'abord, ils ont une bien meilleure conscience spatiale que l'individu moyen, ils savent mieux ce qui se passe autour d'eux. Deuxièmement, ils ont une dextérité, une rapidité assez exceptionnelle, mais en même temps, dans cette rapidité, ils ont une concentration assez exceptionnelle, qui a 2 dimensions, la concentration. Une, c'est qu'ils peuvent être concentrés très longtemps,
beaucoup plus longtemps que la moyenne d'entre nous, et leur concentration s'exerce sur la façon dont ils tirent avec leurs armes. C'est-à-dire qu'ils ne font pas pam, 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 pam dans tous les sens, ils font pas pam, pam, exactement aux endroits où il faut le faire, au moment où il faut le faire. Alors, c'est intéressant parce que si je souligne ces 3 compétences, donc spatiale, attention longue et capacité à être rapide et très attentif, vous vous apercevez que ce sont des compétences dont on a besoin dans beaucoup de métiers. Par exemple, moi qui ai été chez Manpower pendant pas mal d'années, je peux vous dire que pour un cariste, c'est les 3 choses qu'on lui demande. Qu'il fasse attention autour de lui, qu'il fasse attention longtemps et qu'il le fasse avec énormément de précision, parce que s'il laisse tomber une caisse ou s'il tue quelqu'un, c'est quand même très, très embêtant, le cariste. Et donc, la question qui s'est posée pour Daphné Bavelier, que je trouve extrêmement intéressante, c'est est-ce que les gens sont bons dans ces jeux parce qu'ils avaient ces savoir-faire au départ, ou bien est-ce que c'est le fait de jouer à ces jeux vidéo qui leur a donné ces savoir-faire? Donc, elle a fait des tests, elle a fait jouer des gens comme vous et moi pendant 1 mois ou 2, je crois que c'était 1 heure par jour, à des jeux de tir, et elle a vérifié si ces savoir-faire s'étaient développés. Alors, la réponse est oui, mais j'ai eu une conversation avec elle qui était tout à fait passionnante, parce que je dis, mais c'est génial, vous venez d'inventer un système de formation qui est extraordinaire, il faut mettre ça à disposition. Elle m'a dit, ah, non, 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 non. Ah non, non, ça ne marche pas comme ça. J'ai dit, ah bon, mais pourquoi? Elle m'a dit, oui, parce qu'en fait, ça ne marche qu'avec 80% des participants. Ce à quoi je lui ai répondu, ben, si en formation, on avait 80% d'impact quand on fait une formation, on serait bien content. Mais ça, elle ne voulait pas le savoir. C'était une scientifique, il fallait que ça marche à 100%, sinon, ce n'était pas bon. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est de garder cette leçon, c'est-à-dire qu'avec des modes nouveaux, là, c'était pour les savoir-faire que je viens de dire là. Il y a des boîtes qui sont en train de lancer des savoir-faire collaboratifs, par exemple, dans les jeux vidéo. La boîte, elle s'appelle, ça me reviendra, je l'enverrai à Brigitte, qui fait des formations pour que les gens apprennent à travailler ensemble. À travers des jeux vidéo. Donc oui, pour répondre à la question, oui, on va pouvoir changer considérablement nos façons de travailler. Et là, tout est à faire, en fait, nos façons d'apprendre, pardon. Tout est à faire, c'est ça qui est passionnant, en réalité. D'autres questions sur ce sujet? Non. Alors, on va travailler sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire effectivement nous dire est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui va nous remplacer, qui va remplacer les femmes et les hommes ou pas. Donc, et quelles sont les conséquences. Donc, je peux peut-être te donner la parole, Marie-Aurore, là-dessus? Très bien, merci beaucoup. Donc, je vais prendre ce vaste sujet de l'intelligence artificielle ou data. De ce que j'ai compris, c'est que ça marche surtout avec la quantité de données et la capacité de traitement. Et moi, ce que je dirais juste, alors c'est encore une fois, je pense, des choses qui sont assez évidentes, mais manifestement, on va vers une tendance où il y a une disparition accélérée. Je reviendrai sur la notion d'accélération, en fait, des emplois ou des métiers où la machine peut remplacer ce que fait l'homme et pas seulement parce qu'il y a une pénibilité. Hein. Ça, je pense que c'est un constat qu'on peut faire. Donc, il va y avoir une disparition. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que toi, tu nous éclaireras, Dominique, il y a des nouveaux métiers qui sont évidemment en train d'émerger déjà, hein, et peut-être encore des nouveaux métiers dont on ignore évidemment encore l'existence. Donc, il y a disparition d'un côté, apparition de l'autre. La question qui va demeurer centrale, c'est est-ce que tout ça, ça va quand même permettre de s'équilibrer. Mon point de vue actuel, c'est que c'est plutôt non pour le moment. Je ne sais pas ce que nous réservera la suite. L'IA, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que je constate que déjà dans certains métiers, alors je vais parler essentiellement de celui-là, c'est le recrutement, c'est un métier que j'ai beaucoup exercé. Aujourd'hui, quand j'accompagne certaines personnes qui sont, comme on dit, en reconversion, repositionnement, rebond, enfin bon, qui sont entre deux jobs, et donc qui sont dans disons, dans ce parcours du combattant, hein, de la recherche d'un travail, parce que je crois aujourd'hui que c'est devenu un vrai parcours du combattant, en tout cas moi c'est ce que je constate, eh bien l'intelligence artificielle est déjà là. Elle est déjà là dans les tris, dans les sélections, dans la manière dont les cabinets travaillent aujourd'hui, dans les réseaux sociaux. Et je trouve que ça questionne parce qu'en fait, on remplace des tâches qui étaient avant faites donc, par évidemment des êtres humains. On donne ça à des algorithmes. Aujourd'hui, force est de constater que, au-delà du fait que les gens n'ont pas de réponse quand ils envoient
des réponses à des annonces. Bon, ça, c'est une chose. Il n'y a plus beaucoup de traitement de tout ça. Mais la deuxième chose, c'est que personne ne comprend vraiment comment l'algorithme fait le tri. À part de dire il y a des mots-clés, il faut essayer de les remonter pour être sélectionné. Bon, alors je dis des choses qui sont assez communes, mais moi, en tout cas, ça me fait questionner sur qu'est-ce qui va rester finalement tellement humain qu'on ne pourra pas avoir une machine à la place. Voilà. Alors c'est un peu bêta peut-être, mais je trouve que ça mérite de poser les choses telles qu'elles sont. Et est-ce que demain, le travail, finalement, avec l'IA, ne va pas être que ce qui reste que les machines, en tout cas que l'intelligence artificielle, ne peut pas encore faire. Voilà. Et qu'est-ce qui va nous rester, qu'est-ce qui va se passer. Et je voudrais parler, moi, évoquer les travaux du sociologue Armand Rosa, qui lui fait le constat de l'accélération. Et moi, je l'entends beaucoup dans les entreprises. Aujourd'hui, il faut innover de plus en plus vite. Si on n'innove pas, on est foutu, etc. Donc, on est en injonction aussi, on somme l'individu d'être dans une innovation permanente, y compris de lui-même finalement. Et voilà, il y a cet apport de ce sociologue qui s'appelle Remède à l'accélération. Et donc, le remède, en tout cas ce qu'il développe, je trouve que c'est assez parlant et finalement assez enthousiasmant. Ça s'appelle Entrer en résonance avec le monde. Voilà, entrer en résonance avec le monde. Donc, je donnerai aussi la référence à Brigitte. Je pense qu'à un moment donné, la capacité qu'on aura à être, et ça revient à mon premier fil, être dans la présence à ce qui est, peut-être que ça sera une alternative qui nous restera toujours possible. Alors, je te laisse la parole pour développer les apports de l'intelligence artificielle. Voilà. Vous l'aurez compris, je suis hyper à fond là-dedans, même si je me cultive et je lis, etc., pour essayer de comprendre. Merci Marie-Aurore, surtout pour l'exemple de recrutement qui est particulièrement pertinent aujourd'hui. Alors d'abord, une très bonne nouvelle. Vous vous souvenez de cette espèce de robot qu'on appelait Pepper, qui était un robot un peu humanoïde qu'on a trouvé à l'entrée de chez Darty, à la FNAC et dans d'autres magasins. Eh bien, on vient d'en arrêter la production parce que c'est un flop total. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va remettre des hôtesses d'accueil et des gens pour donner des renseignements au lieu de passer par un robot. Ça va avec une autre bonne nouvelle, mais qui est là 1 an déjà, c'est qu'il y avait un hôtel au Japon qui s'appelait Henma Hotel, qui était 100% robotisé. Donc, les gens étaient accueillis par des robots, le ménage était fait par des robots, etc. Cet hôtel a licencié tous ces robots et a remis des êtres humains à la place. Donc, deuxième bonne nouvelle. Bien. Alors, ça c'est un peu les gadgets, mais essayons de comprendre en fait ce dont on est en train de parler là, parce qu'en fait, on parle de 2 choses différentes. Il y en a une qui est le remplacement des humains par des technologies digitales. Et il est vrai qu'une bonne partie des technologies digitales a servi à remplacer des humains parce que ça fait le travail mieux, plus vite et sans erreur. Bon. Et donc, effectivement, les gens qui faisaient ce boulot avant, si on les remplace, tant mieux pour le travail qui est fait parce qu'il est mieux fait, et un peu dommage pour les gens qui occupaient ce boulot parce il faudrait leur en chercher d'autres. Et là, il y a eu 2 grandes thèses qui se sont affrontées, une qui disait que le digital tuait les emplois et une qui disait que le digital permettait de créer des emplois. Toutes les études un peu sérieuses qui ont été faites dessus ont montré que le digital n'a pas finalement détruit des emplois, mais au contraire, on a contribué à en créer. Donc ça, c'est aussi la bonne nouvelle. Ça, c'est donc le digital, c'est-à-dire ce qui remplace quelque chose qui était fait avant, qui était exact, qui est un process. L'exemple le plus significatif, c'est votre feuille d'impôt qui arrive pré-remplie chez vous. Si les données rentrées ont été bonnes, la feuille d'impôt qui sort, elle est bonne. Voilà. Et vous ne la contestez pas et vous vous dites, bon, d'accord, je paye les impôts comme ça. Si les données étaient bonnes, si vous avez oublié de déclarer quelque chose, c'est un autre problème. Bien. L'IA, elle fonctionne différemment. L'IA, elle fonctionne principalement, tu l'as dit Marie-Aurore, sur des masses de données. Et à l'intérieur de ces masses de données, qui sont souvent des données, ce qu'on appelle sales en informatique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas taguées proprement, elles ne sont pas codifiées, c'est des photos par exemple, ou des images, elle va chercher à l'intérieur de ces images, par des mécanismes un petit peu compliqués qu'on appelle l'apprentissage, à reconnaître des choses. C'est-à-dire, elle peut reconnaître un chat, elle peut même reconnaître quand c'est un chat afghan, elle peut reconnaître une girafe, elle peut même dire quel type de girafe il s'agit. Donc oui, on a des prédictions à partir d'images. Ça, c'était des exemples animaliers, mais vous avez par exemple clairement les radiographies. Quand vous donnez des millions de radiographies à une intelligence artificielle, elle finit par être capable de dire que dans certaines d'entre elles, il y a une probabilité de cancer.
poumon, du foie ou de ce qu'on voudra. Donc là, l'intelligence artificielle est une machine à prédire des analyses, des résultats, là où le digital classique était une machine à remplacer. Donc, c'est vraiment très, très, très différent. Ça veut dire que l'IA, elle ne va pas remplacer, elle ne remplacera personne, elle va compléter, elle va enrichir. Le radiologue est très content d'avoir une IA avec lui parce qu'elle l'aide à faire des analyses de radio et elle l'aide à peut-être faire moins d'erreurs ou moins d'oublis à l'intérieur de ses analyses parce que lui, des radios, il en a peut-être vu des milliers, mais l'IA, elle en a vu des millions. Donc, elle est capable de faire des choses que lui n'est pas capable de faire et ça peut l'aider. Toutefois, à la fin, dans l'IA, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait un responsable. Or, comme tu l'as dit, Marie-Aurore, une partie du fonctionnement des algorithmes et une partie de la qualité des bases de données n'est pas vérifiée, n'est pas 100% fiable. Et donc, on ne peut pas dire que le résultat d'une IA est un résultat fiable. Il y a effectivement des biais. Et donc, le radiologue, il doit prendre une décision. Il doit dire, oui, je vais opérer ou je ne vais pas opérer, je vais mettre un traitement ou je ne vais pas mettre de traitement. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que le radiologue doit prendre une décision pour laquelle il va être responsable. L'IA n'est jamais responsable. Il y a trop de responsables derrière. Regardez les débats énormes qu'on a déjà aujourd'hui sur les quelques petits accidents qu'il y a eu avec des voitures autonomes. On ne sait pas qui est responsable. Est-ce que c'est le programmeur? Est-ce que c'est la base de données qui n'était pas bonne, etc. Alors qu'avec le radiologue, c'est lui qui est responsable. S'il fait une connerie, c'est lui qui va devoir payer pour cette connerie. Donc, là où il y a un risque avec l'IA aujourd'hui, c'est de penser que l'IA est aussi exacte que l'était le digital. Et de dire que dans un entretien de recrutement, par exemple, parce qu'on fait maintenant des entretiens de recrutement avec des analyses de face, des analyses d'émotions sur les visages, des analyses de la voix, etc., qui ne sont plus contrôlées par un humain. Là, il y a un vrai problème, parce qu'on laisse la responsabilité à quelque chose qui ne peut pas être responsable et qui peut se tromper beaucoup. Donc là, pour moi, c'est une catastrophe absolue parce que ça veut dire qu'on manque totalement d'éthique et qu'il va falloir revenir à un autre humain assisté par une IA. Aucun problème pour l'assistance. J'ai un vrai problème quand on lui abdique la décision. Quand vous avez des gens qui sont en train de dire qu'il va faire mettre de l'IA dans les décisions judiciaires, ça commence déjà d'ailleurs, c'est extraordinairement dangereux. Alors pourquoi c'est dangereux? Non pas parce que l'IA peut se tromper, évidemment elle peut se tromper. D'ailleurs, elle se trompe dans la plupart des cas, puisque l'IA ne fonctionne que sur des données passées. Alors que là, ce que vous êtes en train de juger, c'est du présent. Et il y a pu se passer quelque chose entre le passé et le présent, qui avec le présent n'est pas la même chose que le passé, tout simplement. Mais si vous... Prenons un exemple assez simple à comprendre finalement. Si un juge s'appuie sur une IA pour condamner quelqu'un, et à supposer que la base de données soit juste, et à supposer que l'algorithme soit juste, ce qui franchement est loin d'être gagné, et qu'il ne condamne pas la personne parce qu'il s'appuie sur l'IA qui lui dit de la condamner, mais lui il dit non, je pense qu'il a une chance de se réhabiliter, on ne va pas le mettre en prison tout de suite, on va lui donner une chance, je lui donne un sursis. Bien. Et que le gars récidive pendant la durée de son sursis. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que va dire le public? Le public va dire, mais enfin, monsieur le juge, pourquoi vous l'avez laissé partir alors que l'IA disait qu'il fallait le mettre en prison? Voyez. Est-ce que la fois suivante, le juge aura encore le courage éthique, humain, de dire, non, celui-là, je ne le condamne pas non plus parce que je pense qu'il a des chances de se réinsérer. Vous voyez le danger qu'il va y avoir? Parce que le public va dire, non, arrêtez, il faut absolument écouter ce que dit l'IA. Bon. Et comme on le sait, les bases de données sont fausses et les algorithmes sont faux, on va condamner des gens tout simplement sur leur tête. On a un délit de faciès qui va être extrêmement important. Donc voilà, ça c'est ce que je veux dire sur l'IA. Alors, c'est très très embêtant parce qu'effectivement, ça bouleverse nos relations entre les hommes, entre nous-mêmes. Hein. Ça crée des distances entre les hommes. On va l'utiliser dans les recrutements, on va l'utiliser pour analyser les comportements des personnes. Vous avez déjà, par exemple, aujourd'hui des IA qui sont capables d'analyser votre visage sur l'écran de l'ordinateur, d'analyser la façon dont vous tapez vos petits messages, donc on peut sentir la sensibilité des touches, et on peut dire, tiens, vous n'êtes pas loin du burn-out, vous feriez bien d'aller voir un toubib. On sait le faire.
est-ce qu'il faut le faire? C'est une vraie question humaine qu'il y a derrière ça. Donc, ça va évidemment nous créer des questions d'éthique, mais considérables. Il faut absolument être sensible à ça. Ça va créer aussi certaines inégalités, parce que l'IA, par définition, elle va quelque part renforcer les inégalités. Et ce qui, moi, me semble le plus intéressant, en fait, dans les évolutions technologiques aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va réussir à réinventer la proximité humaine, c'est-à-dire à remettre de la responsabilité humaine, à remettre des personnes en face de personnes, c'est-à-dire un juge en face de personnes qui se font juger, un conseiller bancaire réellement en face de la personne et pas l'IA en face de la personne, etc. Un radiologue, vous n'avez pas envie que tout votre diagnostic soit fait par une machine, vous avez envie de parler qu'un radiologue à un moment donné. Bon. Et donc, moi, ce que je regarde un peu, c'est que ces proximités humaines, il va falloir les remettre en avant pour recréer un vrai contact. Et donc, quelque part, je pense que la proximité, ça va être une forme de luxe, en fait, et que les entreprises vont bientôt pouvoir aussi se battre entre elles, donc faire de la concurrence, à partir de ce luxe. Une entreprise qui vous dira bientôt, ben moi, les recrutements, bon, on fait un certain tri sur les CV, c'est vrai, mais en réalité, nous, on met des hommes derrière. Ça nous coûte très cher, mais on met des hommes derrière le recrutement. On va faire passer des vrais entretiens. Là, je peux vous assurer qu'au niveau des candidats, ça fera une différence. Je vais m'arrêter là parce que je suis beaucoup trop bavard. C'est un sujet qui me passionne. Donc, je voudrais rajouter juste deux choses peut-être. Non, je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis, puisqu'on était sur le principe de la conversation, en tout cas l'échange. Et du coup, moi, en fait, ce qui me vient surtout sur l'IA, c'est qu'est-ce qui reste du libre arbitre, en fait. De la question du libre arbitre qui revient à la responsabilité, qui relance aussi, évidemment, et qui nourrit l'éthique. Et je pense que c'est un sujet vraiment actuel, pour le coup. On est tous, je trouve ça très intéressant de rappeler que l'IA, en fait, les algorithmes, etc., qui nous proposent des choses en termes même de consommation, on sait bien, on est tous complètement submergés par ces informations, sont liées au comportement passé. Hein. C'est quand même important de le dire et de le rappeler. Et moi, je trouve que la deuxième chose aussi par rapport à notre conférence, enfin, en tout cas à nos échanges, c'est quand même très perturbant d'entendre dire que finalement, la relation avec la présence va devenir le luxe, quoi, parce que, enfin, je ne sais pas, d'un point de vue purement, qu'est-ce qu'on pourrait dire, ontologique ou simplement humain, il me semble que c'est quand même ça ce qui porte les personnes avec les autres, quoi. Et je me dis, ça va devenir un luxe, quoi, en t'entendant. Moi, ça m'interroge pas mal, quoi. Merci, en tout cas. On peut réagir ou pas là ou c'est Dominique, peut-être on peut continuer par un certain nombre de questions. Donc, je vois, c'est Dominique Laurent qui a posé cette question. Est-ce que vous voulez les poser en direct? Oui, non, enfin, c'est pas poser des questions. C'était alors, il se trouve que moi, je travaille dans une entreprise qui est très au cœur de la transformation digitale et notamment du management digital de l'énergie et des usines. Donc, je connais on ne vous voit pas, Dominique. Ça serait sympa si on pouvait. Voilà, je ne voulais pas utiliser la bande passante. Voilà, c'est quand même plus sympathique. Voilà, donc, un peu de contact humain. Voilà. Je suis DRH France de Schneider Electric et donc voilà, on connaît bien les sujets de robotisation, d'intelligence artificielle et autres parce que c'est un peu, voire beaucoup notre métier. Juste, je voulais faire quand même quelques précisions. C'était passionnant et je souscris à, allez, on va dire 90% de ce qui a été dit sur l'intelligence artificielle. Je voudrais juste quand même replacer quelques points théoriques. C'est que le digital n'est pas du côté du robot, le digital est du côté de l'intelligence artificielle. On avait des robots avant d'avoir du digital. On peut avoir des robots sans digital. En revanche, on ne peut pas avoir d'intelligence artificielle sans digital. Donc, il ne faut pas se tromper d'endroit où on positionne le digital dans le discours. Ça, c'est le point numéro un. Je ne reviens pas parce que j'ai mis des commentaires dans le chat sur toutes les théories du déversement. L'intelligence artificielle, ça va tuer l'emploi. On s'est déjà fait le film avec la révolution industrielle. On s'est refait le film avec les robots. Évitons de se refaire le film sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, par exemple, dans les usines, n'a absolument pas vocation à remplacer les humains. Et si vous regardez même sur la robotisation, c'est l'exemple que je cite, qu'on cite toujours, qui est l'exemple de l'Allemagne, qui est le pays le plus robotisé d'Europe. C'est le seul pays qui a gardé de l'emploi industriel et c'est le seul pays qui a un plein emploi dans le domaine industriel. Donc, il y a des théories du déversement. Ça a été parfaitement mis en avant par l'Université de Montpellier sur les théories du déversement il y a déjà plus de 40 ans. Donc, je pense qu'il se repassera la même chose. Je crois que vous avez raison de dire qu'il faut encadrer l'usage de l'intelligence artificielle,
Mais en tout cas, l'usage qu'on en fait aujourd'hui, c'est certainement pas de déresponsabiliser les humains, c'est au contraire de leur donner plus de pouvoir de décision et de mieux décider. Tout l'usage qu'on en fait dans le domaine médical le prouve. Et l'exemple du recrutement, parce que je vais vous donner des exemples concrets, et là, on ne va pas être dans une vie fantasmée, on va être dans la vie réelle. Nous, on a mis en place sur un plan mondial une solution qui s'appelle OTM, qu'on n'a pas développée nous-mêmes, qu'on a acheté à une start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette solution en matière de recrutement interne? Eh bien, elle donne la possibilité à tout collaborateur de mettre en ligne son profil LinkedIn sur la base purement du volontariat. Et comme nous, tous nos offres d'emploi en interne sont postées sur un serveur, un système qui permet à chaque collaborateur de voir les offres d'emploi qui sont disponibles dans le monde, eh bien, ce moteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher sur des algorithmes de machine learning, c'est-à-dire de répétition, comme vous l'évoquiez. Il va regarder votre profil sur LinkedIn, sur des mots-clés, sur des types d'expériences que vous avez, et il va venir vous proposer des offres d'emploi auxquelles vous n'auriez pas spontanément, naturellement postulé. Et ça ne se substitue pas, parce que derrière, il y a effectivement des entretiens après, mais ça va mettre en rapport une offre et une demande d'emploi qui, naturellement, par le jeu naturel du marché ou par le jeu naturel d'un commissaire-priseur qui va rapprocher l'offre de la demande, on va dire ici une DRH, ça va permettre de mettre en rapport les collaborateurs avec les offres d'emploi. Et alors, c'est révolutionnaire dans le principe. Maintenant, sur les résultats, en l'espace d'un an, nous, on a pu pourvoir 53 jobs comme ça, qu'on n'aurait certainement pas pourvu par la médiation naturelle d'un candidat qui aurait postulé parce qu'il n'aurait pas osé postuler à ce job-là, ou probablement d'une DRH qui ne serait pas allée chercher ce candidat-là. Voilà. Donc, ça, c'est des exemples très concrets qui vivent et qui fonctionnent dans l'entreprise. Mais maintenant, je pense qu'il ne faut pas crier avant d'avoir eu mal. Et même dans le domaine industriel, l'intelligence artificielle, ça permet de faire beaucoup de ce qu'on appelle de maintenance prédictive dans les usines. Ça ne remplace pas les opérateurs, au contraire, hein, ça demande plus de qualification auprès des opérateurs pour notamment suivre le fonctionnement des machines et des appareillages, des outillages dans une usine avant qu'ils ne tombent en panne. Donc ça, ce sont des applications qui sont extrêmement concrètes sur l'IA. Alors bien sûr, il faudra l'encadrer, hein. Je ne dis pas que c'est sans risque, mais aujourd'hui, on en a en tout cas des exemples et des illustrations qui sont très probantes, mais reste encore marginal aujourd'hui dans les entreprises. Merci beaucoup pour ces précisions. Moi, je voudrais juste poser une petite question. Je voudrais poser une petite question. Comment les personnes qui vont mettre leur CV sur LinkedIn dans le recrutement et qui vont avoir la chance finalement d'avoir des jobs qui leur sont proposés auxquels elles n'auraient pas postulé. Je pense que c'est effectivement un apport tout à fait intéressant et très positif. Mais il me semble qu'une des questions du coup qui vient, c'est comment les personnes remplissent eux-mêmes leur fameux LinkedIn, puisque tout est adressé par ces mots qui sont mis dedans, vous voyez. Aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment qu'ils remplissent leur LinkedIn ou qu'en tout cas qu'ils le dessinent en fonction de ça. Ils prennent leur lien LinkedIn qu'ils ont déjà, parce qu'aujourd'hui, 95% des salariés en France, en tout cas dans le domaine du tertiaire, ont un compte LinkedIn. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un copier-coller de leur lien LinkedIn, ils le mettent sur cet outil. Ah, mais je sais. Non, c'est pas ça, je me disais. Est-ce qu'à un moment donné, du coup, il ne faudrait pas former les gens, en tout cas, dans la manière dont ils vont remplir justement leur lien LinkedIn? Peut-être, mais en faisant ça, il y aurait un risque d'introduire un biais aussi. Moi, je pense que chacun est libre de se présenter comme il a envie de se présenter et de présenter ses expériences comme il souhaite les présenter. En tout cas, nous, on n'est pas allé jusque-là. En tout cas, se dire on va vous aider à faire un compte LinkedIn et à vous former. Voilà. Alors, c'est vrai que si on n'a pas de compte LinkedIn, on peut pas. Moi, je suis intéressée parce que j'interviens sur un très grand groupe sur des programmes de mobilité interne où tout a été aussi, en tout cas, virtualisé avec de l'IA en interne. Et il se trouve que ce groupe remet des programmes en externe dont je fais partie pour accompagner les personnes puisque ça pose d'autres soucis. C'est juste ça, je voulais dire. Mais merci beaucoup pour votre intervention. Très, très, très intéressant. Voilà, il nous reste effectivement 15 minutes. Il y a encore un certain nombre de sujets et peut-être de Dominique répondre à une vaste question sur l'économie du monde du travail, en quoi elle va changer, quelles peuvent être les conséquences. Oui, juste un tout petit commentaire d'abord, si tu le permets, Brigitte, sur ce que vient de dire Dominique, parce qu'il y a eu deux exemples qui ont été montrés par Dominique qui sont vraiment intéressants. Un, c'est la maintenance prédictive. Et effectivement, alors là, il n'y a pas de doute, l'IA nous permet de faire des progrès mais considérables en maintenance prédictive, parce que les données viennent des machines,
Et effectivement, quand on a des données de beaucoup de machines, on peut arriver assez vite à de la maintenance prédictive et toutes les grandes boîtes industrielles sont en train de mettre ça en place aujourd'hui. Et heureusement, là, la base de données, elle est relativement claire et simple. Les algorithmes sont relativement clairs et simples et c'est extraordinairement utile. Et puis, la conversation, et je ne vais pas revenir dessus, entre Marie-Aurore et Dominique est très claire. Dans les RH, ça pose des vraies questions. Ça pose des vraies questions et le profil LinkedIn en est une. Je sais que le Crédit Agricole et Randstad ont mis en place des systèmes chacun de son côté sur l'identification des ponts entre les savoir-faire. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que quand on a un savoir-faire, est-ce qu'on peut aller vers un autre savoir-faire moi, j'ai travaillé pas mal d'années chez Manpower et je dois dire qu'il a été difficile, il m'était difficile chez Manpower autrefois de dire dans une agence qu'une secrétaire qui est secrétaire de direction dans le bâtiment pouvait devenir secrétaire de direction dans la finance. Les gens dans les agences n'aimaient pas du tout, elle ne sera jamais capable de s'adapter à la finance. Ce n'est pas vrai, les savoir-faire de direction ne sont pas si loin que ça. Et là, ces ponts entre les savoir-faire sont extrêmement utiles quand on arrive à les faire. Là, l'intelligence artificielle peut effectivement nous aider, mais considérablement. En tout cas, juste le débat entre Dominique et Marie-Aurore était extrêmement utile sous cet angle parce qu'il soulève bien les questions qu'on va traiter. Alors, sur le monde du travail, moi, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui ont été soulevées ces derniers temps, qui ont été accélérées par la crise du Covid, entre autres, mais pas seulement. D'abord, on a commencé à voir une accélération de ce qu'on pourrait appeler la socialisation du coût du travail. Quand le président de la République dit un quoi qu'il en coûte et commence à mettre des indemnisations pour les gens qui perdent leur boulot pour une raison ou pour une autre, ce n'est rien d'autre que de dire qu'à terme, c'est l'impôt qui va payer le travail. Donc, on socialise le coût du travail. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant parce que si on va vers plus de socialisation du coût du travail, et je pense qu'on va y aller, on va avoir apparaître avec plus de sérieux et des vrais supports conceptuels de bonne nature, des éléments autour du revenu universel. De la socialisation du chômage. Attention, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, le chômage est une logique assurantielle, ce n'est pas une logique de socialisation. Il y a des chômeurs, ils ont payé pendant qu'ils étaient employés pour s'assurer. Ce n'est pas une socialisation qui fait qu'on va aider les chômeurs. Or, on va y venir. Donc, on va vers une socialisation du coût du travail qui va être extrêmement, extrêmement intéressante. Vous l'avez aussi, on commence à le voir avec la rémunération des étudiants ou la rémunération ou les indemnités pour les jeunes qui sont entre les études et l'emploi. Donc, on voit une socialisation du coût du travail ou du non-travail qui devient extrêmement intéressant. Je crois qu'on va aussi avoir un progrès intéressant à suivre sur les nouveaux statuts autour du travail. Je pense notamment tout ce qui va de l'intérim au CDI en passant par les freelances et les indépendants, etc. On va avoir une multiplication des contrats, une multiplication des notions économiques de financement de ces contrats et qu'il va falloir traiter d'une façon qui n'est pas encore très claire aujourd'hui, mais on y va. On va vers une certaine forme de socialisation du travail. Et puis, dernière chose que je vois dans le monde du travail aujourd'hui, c'est la montée de théories économiques nouvelles qui pouvaient paraître un petit peu abstraites il y a encore quelques petites années et qui commencent à être vraiment regardées de façon sérieuse par les économistes d'aujourd'hui. Je pense par exemple à l'économie circulaire, à l'économie collaborative, à la théorie du donut, pour ceux qui la connaissent, c'est-à-dire comment est-ce que l'entreprise est entre une dimension sociale et une dimension écologique. Et je pense qu'on va voir au cours des 30 prochaines années, là l'idée c'est 2050, parce que 2050 on a une barrière avec l'écologie qui est en train de se mettre en place, on va voir apparaître des nouvelles théories sur le monde du travail, sur l'économie du travail, et qui va se développer. Déjà, quand vous voyez aujourd'hui un Jean Tirole vous parler de l'économie du bien commun, c'est clairement quelque chose qui est vraiment bien articulé aujourd'hui et qui va changer notre monde. Enfin, il y a une dernière chose dans le monde du travail qui m'intéresse pas mal aujourd'hui sur le plan économique, c'est est-ce que les grandes entreprises vont récupérer leur attractivité ?
C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, on avait pas mal de gens à glisser vers les startups, etc., parce que ça avait plus de sens, parce que c'était plus fun, etc. Puis qui ont constaté que les startups, ben, ce n'est pas tant fun que ça. Hein, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent. Pour certains, c'est vraiment de l'exploitation épouvantable et à outrance des individus. Et puis que ben, quand on a vraiment besoin de gros moyens, ben, la grande entreprise, ce serait bien qu'elle soit là. Quand on a besoin de faire des vrais pivots, ben, tout à l'heure, on mentionnait Schneider. Schneider Electric fait des vrais très beaux pivots aujourd'hui. Ben, l'entreprise, elle est grande, elle a les moyens de le faire et elle permet aux gens de le faire. En plus, elle se préoccupe vraiment du sens aujourd'hui. C'est fini l'époque où les grandes entreprises étaient complètement anonymisées. On est vraiment en train d'entrer dans un monde où on donne du sens. Et donc, moi, je crois à un retour de l'attractivité des grandes entreprises par rapport aux jeunes. Évidemment, il faut qu'elles soient capables de le faire, mais à mon avis, elles vont y arriver. Moi, je suis examinateur au concours d'entrée à l'ESCP tous les ans et je suis surpris de voir que si on donnait un peu plus de sens au travail qu'on fait dans les grandes entreprises, ben, on en aurait beaucoup plus, y compris parmi ceux qui disent qu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, ce qu'ils rêvent en sortant de l'école, c'est d'aller dans une start-up. Mais à mon avis, ça ne va pas durer très, très longtemps. Bon, je vais m'arrêter là parce que là aussi, je suis désolé, Brigitte, mais vous le savez, je suis bavard. Ah ouais, d'accord. Bon, Marie-Aurore, peut-être. Oui, alors moi, ce que je peux apporter ou compléter par rapport à ce sujet, moi, je dirais ce que j'observe aussi, c'est plutôt une tendance vers on va dire quelque chose qui morcelle, c'est-à-dire que il n'y a plus de carrière. Je pense que c'est quelque chose qui est terminé et ça fait déjà quelques années, même si un certain nombre de personnes continuent de s'y référer avec les impacts qu'on sait dessus. Mais je pense que la notion de carrière, la notion de faire toute sa vie dans un même groupe est totalement derrière, est totalement périmée, entre guillemets. Donc moi, j'irais plutôt du côté de une sorte de une parcellisation ou quelque chose qui va être morcelé dans les trajectoires ou les parcours professionnels, la nécessité pour tout un chacun eh ben de se reformer tout au long de sa vie. Hein. Donc, c'est pas complètement nouveau, mais je pense que ça prend une acuité, une actualité qui devrait faire aussi d'autant plus réfléchir le politique, hein, le champ politique. Ça serait la deuxième chose. Et dans les différentes formes de travail, on va aussi vers probablement, alors c'est pas très joli comme terme, mais une forme de nomadisme, d'ubérisation hein, quand même du travail par rapport à ce que représentait ou représente encore hein, le fameux CDI. Et aujourd'hui, la dernière chose que je voulais dire, c'est d'être, quand on est à l'écoute des jeunes, des fameuses jeunes générations Z, ou peu importe comment on l'appelle, force est de constater que leurs attentes à eux aujourd'hui vis-à-vis du travail ont vraiment totalement évolué. Hein. Ça n'a plus rien à voir avec les nôtres ou même ceux qui ont entre 30 et 40 ans aujourd'hui. Il y a vraiment, je pense, une transformation complète. Et je pense que c'est aussi un sujet important pour les entreprises et en particulier les grands groupes de savoir comment ils vont faire pour y répondre. Hein, sans parler du bien-être au travail et de toutes ces questions. Donc moi, je pense que c'est plutôt ça qui nous attend, avec, en tout cas de mon point de vue, ce qui peut être très porteur et presque enthousiasmant, c'est justement la possibilité finalement de se réinventer souvent, hein, de changer de métier, etc. Je pense que ça peut devenir, entre guillemets, la norme, la nouvelle norme. Hein. Je dis la norme, je n'aime pas du tout ce mot de norme, mais bon, peu importe. En tout cas, des parcours qui sont justement plus linéaires et où on ira chercher des gens qui ont été capables de rester en fait dans une curiosité, finalement une ouverture aussi par rapport aux nouveautés, entre guillemets, hein, qui peuvent arriver. Si on ne tombe pas dans l'innovation permanente que j'évoquais tout à l'heure, qui me semble être, elle, un leurre complet et une super fuite en avant aussi. Ce n'est pas incompatible d'ailleurs dès lors que justement les nouveaux statuts au travail ont une certaine socialisation du risque. C'est-à-dire que si je prends des risques en faisant quelque chose de différent, est-ce que j'ai quelques garanties de m'en sortir et de pouvoir faire autre chose après? Donc, je pense que ce n'est pas incompatible d'avoir un certain nomadisme. Alors, le mot nomadisme, aujourd'hui, il est utilisé pour autre chose, mais je crois que Marie-Aurore a tout à fait raison avec ça. Et il y a un point que je voudrais souligner là-dessus, parce qu'il confirme son point, c'est l'acceptation grandissante des boomerangs. Un boomerang, c'est quelqu'un qui a quitté une entreprise et qui veut y revenir après quelques années ou à qui on demande d'y revenir. Il y a encore pas mal de temps, pas beaucoup d'années. Franchement, les boomerangs n'étaient pas bienvenus.
Il y a des entreprises qui le faisaient, hein, notamment Danone acceptait assez facilement les boomerangs en disant les gens, vous avez pris une expérience ailleurs, on vous reprend. Je me souviens que moi, j'étais chez McKinsey pendant quelques années. Franchement, quelqu'un qui avait quitté la boîte, il ne fallait pas qu'il essaye de revenir. Eh ben, c'est complètement en train de changer aujourd'hui. Même McKinsey est en train de chercher des gens qui ont acquis une autre expérience, par exemple en start-up, et qui peuvent revenir dans le conseil très enrichis de cette expérience. Donc, je crois que dans cette notion de nomadisme que souligne Marie-Aurore, je crois qu'il y a vraiment une question de valorisation des expériences qu'on peut avoir et qui peuvent vraiment valider dans les très grandes entreprises. Moi, je crois beaucoup à une nouvelle attraction des grandes entreprises, si elles savent jouer avec, hein, parce que c'est quand même pas gagné quand on s'appelle Total, de dire aujourd'hui, je vais vraiment aller vers les nouvelles énergies, venez, ça va être super. Il faut vraiment prouver aux gens que c'est du sérieux, que c'est pas de la blague. Oui, et puis je pense que sur la question du revenu universel que tu évoquais, en fait, c'est un sujet assez ancien. Moi, je me souviens, il y a, je ne sais pas, 25-30 ans, il y avait déjà des articles de Dominique Méda, je me souviens, dans Le Monde, qui parlaient de la question du revenu universel. Donc, je pense que peut-être que ce qu'on est en train de traverser, de vivre, effectivement, accélérer pour la meilleure des choses, quelque chose qui pourrait donner à tout un chacun une forme de sécurité, parce qu'en fait, je pense que le travail vient quand même questionner notre sécurité en termes d'autonomie, etc. Oui, absolument. Oui. Et, on est dans une société ultra sécuritaire, on est devenu sécurité partout, et force est de constater que sur le travail, en tout cas, il ne me semble pas du tout qu'on en soit là. Pour le moment, on est dans un passage où le travail est quand même beaucoup mis en risque. Moi, je reçois beaucoup de personnes qui ont tout simplement peur de perdre leur place, quoi. Voilà. La peur de perdre leur place, ce qui a été beaucoup écrit par Vincent de Gaulle-Jacques sur la société on cherche une place, voilà, à garder sa place. Et je pense que c'est toujours là. Même si pour ça que on quelque chose d'un mouvement qui fait qu'on pourra peut-être passer à autre chose. Et qui a souligné l'intérêt de la réflexion sur la socialisation du coût du travail. Parce qu'en fait, c'est la socialisation du chômage, par exemple, déjà, mais c'est aussi la socialisation du revenu universel, c'est la socialisation des périodes de transition hors chômage, je pense notamment aux jeunes entre les études et le travail. Alors, on n'est pas encore très, très loin, mais la théorie du revenu universel, par exemple, était complètement rejetée il y a encore 5 ou 6 ans. Et aujourd'hui, on commence à dire, non, c'est peut-être pas si stupide que ça. Il y a peut-être des choses qu'on peut faire avec. Donc, il y a un vrai travail conceptuel qui est fait aujourd'hui et qui devrait, à mon avis, déboucher dans les 4 ou 5 ans qui viennent sur des vraies décisions politiques dans ce domaine. Okay. Je pense que là, on a presque dépassé la limite de temps. Je pense que vous vouliez faire une conclusion sur l'éthique, puisqu'effectivement, c'est un sujet que vous avez abordé l'un et l'autre, mais peut-être conclure sur ce point. Oui, écoute, effectivement, je pense que, effectivement, il n'y a pas d'effectivement en fait, mais pour prendre le fil que tu tends, Brigitte, parce que on avait entrepris de terminer sur l'éthique, ça vient de me revenir. Donc, l'éthique, oui, je pense qu'aujourd'hui, notre rapport au monde, voilà, je vais le dire comme ça, notre rapport au monde, compte tenu de tout ce qui se passe et qu'on ne peut pas du tout maîtriser, entre guillemets, nous appelle plus que jamais à rechercher une éthique qui est personnelle, ce qui ne veut pas dire que je pense que les lois, etc., n'ont rien à voir avec ça, mais je pense qu'il y a un vrai sujet avec ça et qu'au fond, la question de l'éthique, elle va être de plus en plus importante et centrale dans nos vies de tous les jours et que c'est un travail, là je reviens sur mon métier, finalement, c'est un travail finalement sur soi, mais qui est un travail au très long cours, qui va pas se régler par un kit de l'éthique, voilà, à moins que je le fasse après cette conférence, je ne sais pas. Si tu le fais, tu le publies. Je ferai appel à toi aussi. Je te mettrai sur la... Si tu fais un kit de l'éthique, je suis plus que preneur et je crois qu'il va très, très bien se vendre. Et tu peux faire l'introduction pour le marketer, ça fait. Non, moi, je crois, personnellement, je pense que l'éthique, ça va être un de nos principaux challenges pour les 10 années qui viennent et pour ensuite aussi, je crois, et notamment à cause de l'intelligence artificielle ou grâce à l'intelligence artificielle, ça dépend comment on le prend, parce que ce qui est en jeu, c'est la notion de responsabilité. De quoi sommes-nous responsables dans les décisions que nous prenons? Et sommes-nous capables d'assumer notre responsabilité, sachant que c'est assez facile aujourd'hui encore de tomber dans ce que Hannah Arendt appelait la banalité du mal. C'est assez facile de faire le mal. Et c'est pas si facile que ça de ne pas rentrer dans la banalité du mal, de ne pas accepter les systèmes de recrutement
de telle ou telle forme, etc. etc. C'est extrêmement concret. De ne pas faire une pub qui soit trop manipulatrice. Donc, on a des vrais enjeux. De ne pas analyser le comportement des gens en allant trop loin dans cette analyse. Donc, je crois que là, on a vraiment un travail très, très intéressant à faire en éthique qui a à peine commencé. Mais bon, il y a des profs d'éthique depuis 40 ans, hein, même plus. Mais on doit tous le faire, c'est un travail individuel. C'est ça que je veux dire ici, ce n'est pas quelque chose qu'on va simplement enseigner. La deuxième chose sur laquelle je voudrais conclure, qui est aussi un peu liée à l'éthique, mais pas aussi directement, c'est qu'on s'aperçoit, et Marie-Aurore a utilisé tout à l'heure la notion de morcellement, on s'aperçoit qu'on a dans notre société un morcellement assez grand, ce que Fourquet appelait l'archipel français, et qu'en fait, on a une vraie responsabilité individuelle, à la fois par rapport au statut, par rapport à la diversité, etc., à ne pas simplement accepter ce harcèlement, ce morcellement, pardon, mais à voir comment est-ce qu'on peut construire des ponts entre toutes ces îles de l'archipel. On a une responsabilité de constructeur de ponts, on a une responsabilité pour faire passer des messages ici, pour s'accepter un petit peu mieux les uns les autres, et ça peut passer que par l'humain. Si on met trop de machines entre nous, on n'arrivera pas à créer ces ponts. Donc on revient ici par les ponts au travail à distance dont on parlait tout à l'heure. Si on veut être un peu plus proches les uns des autres, si on veut se comprendre un peu mieux les uns les autres, si on veut construire ces ponts, ben, il faut qu'on se voit. D'ailleurs, Brigitte, c'est-à-dire que la prochaine fois, s'il te plaît, fais cette réunion en présentiel. Moi, je souscris totalement pour le point demandé en présentiel. En présence même. Ah non, on lève le yel. Nous sommes en train Alors moi, je parle pour le pôle carrière, d'ailleurs, qui va changer de nom pour supprimer le mot carrière en tant que tel, parce qu'effectivement, moi, je me bats pour ça, parce que je pense que la carrière n'existe plus en tant que telle. Et donc, pour le pôle, en fait, je suis en train de préparer les événements pour septembre et octobre. Et effectivement, on va avoir et des événements en présentiel et des événements à distance. Je pense qu'on ne va pas revenir, puisqu'on a dit qu'il n'y aurait pas de retour à la normale, donc on ne fera pas tout en présentiel. Mais je pense qu'on fera de plus en plus tout ce qui est interactivité. Il va falloir que ça redevienne en présentiel. Et pour tous les événements, on est en train de se questionner. Le côté hybride étant quand même un petit peu compliqué aussi. Et moi, je veux juste rajouter que je vous donnerai une référence pour ceux qui ne l'ont pas encore, qui s'appelle un livre qui s'appelle « L'être aux humains qui robotisent le monde. Merci de changer de métier » de Célia Isoard. Je trouve extrêmement passionnant. Voilà, je pense que ça pourra alimenter, pour ceux qui le souhaitent, les éléments de débat qu'on a souhaité poser. Et par rapport à l'éthique, on pourrait proposer, Dominique, le bouquin « Un si fragile vernis d'humanité ». Absolument, oui. Voilà, c'est absolument remarquable. Voilà. Lorsqu'on avait préparé ce débat, vous aviez cité les uns et les autres un certain nombre de livres. Donc, je pense que si vous pouvez… On va avoir la bonté de les donner. Je vais la compiler et puis je vais l'envoyer à tous les participants. Alors, c'est vrai que j'ai un commentaire. Comment fait-on quand on habite en province? C'est tellement pratique le distanciel. Donc, je suis d'accord. C'est la raison aussi pour laquelle nous avons continué en partie à distance, parce que nous avons touché des publics beaucoup plus importants à l'international, en région, mais également des Parisiens qui n'avaient pas forcément envie de faire le trajet dont parlait Dominique tout à l'heure, hein, des transports, des bouchons, etc., pour arriver à 18h30 ou arriver en retard à une conférence. Donc, en fait, c'est la raison pour laquelle on va vraiment mixer et proposer et des événements à l'association et des événements à Sciences Po et des événements dans des salles de conférence à Saint-Germain, mais également en Zoom. Donc, voilà. Ok, un très grand merci à tous d'avoir participé à cette conférence. Un immense merci à Marie-Aurore et Dominique. Je veux dire, le débat a été passionnant, les remarques aussi. Donc, vraiment, au nom des participants et au nom de l'association, je vous remercie vivement. Merci aussi pour les commentaires. J'avoue que c'est très utile d'avoir ces commentaires. Ouais. Très, formidable. D'ailleurs, vous voyez là, des merci, excellents, voilà, des échanges très riches, etc. Marie-Aurore et Dominique, on peut rester quelques minutes ensemble? Ah ben voilà, continuer en mode hybride, oui. Alors, l'hybride est quand même un petit peu compliqué, hein. L'hybride, c'est à la fois pour la même conférence avoir et le distanciel et la présence, c'est pas toujours facile, et
je trouve que quelquefois, pour les intervenants, les animateurs, c'est pas simple non plus. On sait pas. Moi, je serais plutôt pour l'hybride alternatif. Voilà, C'est-à-dire que quand c'est une conférence d'1 heure et demie, comme on l'a fait là, c'est parfait de le faire en digital. Et que, par contre, quand on veut vraiment travailler sur le fond pendant une demi-journée ou une journée, là, il faut être en physique. effectivement. Si je peux me permettre de le dire en audio, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. L'intérêt pour un auditeur un peu passif comme moi, c'était parfait aujourd'hui. Et on pourrait aussi imaginer des choses en présentiel où vous avez un groupe d'acteurs, dirons-nous, enfin de gens qui sont actifs, mais que d'autres personnes peuvent suivre en distanciel. Ah oui, oui, c'est pas simple, mais pourquoi pas, hein. Je pense qu'il faut d'ailleurs inventer, innover, hein. Je veux dire, peut-être qu'effectivement, on pourra faire les deux, hein. À Sciences Po, par exemple, les cours à Sciences Po, bon, de très, très nombreux cours en Zoom, quelques cours en présentiel, et puis quelques cours en hybride, hein. Ils avaient l'organisation, l'équipement dans les salles pour le faire, hein, mais c'est pas… voilà, donc je pense qu'il va falloir… alors là, du coup, j'interviens. Merci, Brigitte. Et effectivement, moi, je fais des cours à Sciences Po en hybride. C'est très compliqué parce que les gens qui sont à distance sont très frustrés parce qu'on ne les entend pas et ils n'entendent pas tout parce qu'il y a toujours un petit bruit de fond avec des gens qui parlent un petit peu ou pas dans la salle et très vite, c'est inaudible pour eux. Donc, c'est très frustrant pour les gens qui sont à distance, en fait. Et donc, voilà, c'est une réflexion. En tout cas, merci beaucoup. Merci, et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.